Bonjour Mélanie et Louise. Bonjour. On est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est dans le contexte de cette série de webinaires du First Party Data Marketing Summit où on parle du coup de collecte de data first party, d'exploitation, de comment exploiter la data first party. Aujourd'hui, on va parler de la collaboration qu'on a ensemble avec que vous avez vous, Sarenza, avec nous des équipes de Tiny Close depuis longtemps. Vous avez mis en place une toute nouvelle stratégie au printemps avec comme objectif d'utiliser Tiny Close pour augmenter la personnalisation et réduire la pression marketing. Vous allez nous en parler. Pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter et nous dire un petit peu comment est-ce que vous êtes organisé dans les équipes CRM chez Sarenza. Ça marche, je démarre. Donc moi, c'est Mélanie Sberino. Ça fait 4 ans que je travaille chez Sarenza. J'ai démarré en tant qu'assistante chef de projet emailing ad hoc sur le périmètre France. Et après, j'ai eu l'opportunité de monter en compétence sur mon métier pour reprendre la partie un petit peu plus stratégique et analytique pour optimiser le canal email. Et tout récemment, j'ai repris le management de l'équipe CRM. Donc, notre équipe, en fait, se compose des personnes qui sont dédiées à la gestion du canal email ad hoc, du coup, sur le périmètre France, et aussi des personnes en charge de tout ce qui est gestion des emails automatisés, des autres canaux de communication. Donc, ça comprend les push, SMS, wallet, etc. Et de tout ce qui est projet de fidélisation client. Et pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, historiquement, chez Sarenza, c'était 2 équipes splittées, donc complètement indépendantes. Et pour avoir davantage d'harmonie dans notre stratégie de communication omnicanal, on a décidé de fusionner les 2 équipes. On est 9 personnes à travailler au sein du CRM chez Sarenza. Et parmi ces 9 personnes, du coup, il y a Louise qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous, du coup moi c'est Louise et j'ai un parcours un peu similaire à celui de Mélanie, mais j'ai rejoint Sarenza un peu plus récemment. Je suis arrivée il y a 1 an et demi en tant qu'assistante chargée de CRM et email marketing. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai été embauchée en septembre de l'année dernière en CDI. Et là, j'étais plus en charge de toute la gestion des campagnes emailing pour la France. Également une partie gestion de projet pour optimiser le canal emailing. Et très prochainement, je vais un peu encore évoluer pour me tourner plus vers tout ce qui est analytique et toute la stratégie du canal emailing, toujours sur la France. Et je travaille avec 3 autres personnes sur la gestion des newsletters. Ok, super, merci beaucoup. Ça fait plein d'évolutions chez Sarenza, c'est chouette de voir ça. Pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Louise, tu pourrais nous présenter un petit peu Sarenza? Alors, tout le monde connaît évidemment la marque et le site, mais peut-être que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui, parce que ça a un peu évolué aussi ces dernières années. Oui, avec plaisir. Ça, je pense que vous êtes pas mal à connaître déjà Sarenza, mais je vais vous donner quelques chiffres clés et quelques éléments clés de l'histoire de l'entreprise. Déjà, il faut savoir que l'entreprise a été créée en 2005 et on était tout d'abord spécialisé dans la vente en ligne de chaussures. Et Sarenza, c'était vraiment un pionnier dans son domaine. Et en 2009, l'entreprise, c'était vraiment un succès en France et elle se déploie pour la première fois à l'international jusqu'à avoir aujourd'hui 9 sites dédiés à des pays étrangers qui sont tous en Europe. En 2019, l'entreprise se développe et elle développe notamment son offre en introduisant pour la première fois le textile sur le site. Et ensuite, les années qui suivent sont aussi signes de nouveautés, toujours pour Sarenza. On a notamment 2 éléments marquants. On a en 2020 la création du magazine en ligne Sarenza qui s'appelle Les Perchés, qui présente du contenu inspirationnel comme par exemple des conseils mode, des zooms sur les tendances, etc. Et en fait, ce magazine est créé vraiment au moment où Sarenza veut adopter une nouvelle stratégie, qui est la stratégie de se tourner vers plus de communication inspirationnelle, donc un peu de diversifier ses prises de parole, de communiquer sur plus d'inspirationnel et de, au contraire, communiquer un peu moins sur la promo. Et c'est cette nouvelle stratégie qu'on a également adoptée, nous, en newsletter. Et un autre fait marquant dans l'histoire de Sarenza a eu lieu tout récemment en janvier de cette année avec le lancement de sa marketplace. Et à date, on a 40 nouvelles marques qui sont introduites sur le site. Et pour résumer Sarenza aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le catalogue Sarenza est composé de plus de 500 marques de chaussures, sacs, vêtements et accessoires qui sont destinés à tous les genres, donc hommes, femmes et enfants. Et parmi ces 500 marques, on a 7 marques propres.
Ok, super. Merci beaucoup, Louise. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que représente l'emailing pour l'activité de Sarenza? Qu'est-ce que vous faites au CRM? Un peu quel est le scope de l'emailing chez vous? Oui. Déjà, il faut savoir que le canal emailing ad hoc chez Sarenza, il est divisé en deux gros pôles. On a d'un côté la France, qui est en fait le pays qui rapporte le plus de chiffre d'affaires. Le canal emailing ad hoc France représente 6% du CA hors taxe global, tout pays confondu à date en 2022. Et c'est également le pays qui a la plus grosse base de contacts. Donc, on a 1,2 million de clients, 1 million de prospects et une faible partie de notre base qui est inactive. Donc, en fait, c'est des clients et des prospects qui n'ont pas ouvert de newsletter depuis au moins 200 jours. Et on va adapter notre pression marketing en fonction de nos différentes cibles. Donc, c'est-à-dire que les clients vont recevoir entre 5 et 6 newsletters par semaine. Les prospects vont recevoir 3 newsletters par semaine et on va targeter les inactifs une seule fois par semaine dans le but de les réactiver. Et ensuite, donc, en parallèle de la France, on a les équipes internationales qui viennent dupliquer, enfin, reprendre nos newsletters qui sont créés pour la France et les dupliquer en les adaptant en fonction de leur pays. C'est-à-dire qu'elles viennent traduire les textes dans leur langue, adapter la sélection de produits en fonction de l'offre qui est présente sur le site. Et je vous ai mis quelques chiffres de la Belgique notamment parce que c'est le seul pays de l'international qui utilise également TinyClose. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le canal emailing ad hoc belge représente 1% du CA hors taxe global en 2022. Et la base de contact belge est composée de 126 cas clients, donc elle est divisée en deux. On a d'un côté la Belgique française avec 60 cas clients et de l'autre côté la Belgique néerlandaise avec 66 cas clients. Les clients belges vont recevoir environ 3 newsletters par semaine. Mais il faut savoir que nous, durant ce webinaire, on va vraiment se focaliser sur la France, donc sur les newsletters inspirationnels et promotionnels qui sont réalisés pour le scope France. Déjà parce que c'est le pays sur lequel on travaille avec Mélanie et également parce que c'est le pays qui vient créer le plus de newsletters. On a environ 12 newsletters par semaine et donc c'est le pays qui utilise le plus TinyClose. Ok, super. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quand vous avez commencé à travailler avec TinyClose, quels étaient les besoins du coup que vous avez dans l'équipe CRM, comment ces besoins ont évolué et comment est-ce que la collaboration du coup que vous avez avec TinyClose a évolué au fur et à mesure des années? Ouais, donc tu l'as dit en introduction, ça fait pas mal de temps qu'on travaille ensemble. Notre collaboration, elle a démarré en avril 2018 et notre objectif chez Sarenza au tout départ, c'était d'essayer d'intégrer un peu plus de personnalisation dans notre stratégie d'animation du canal email. On avait vraiment cette volonté de diversifier nos prises de parole et puis de venir balayer davantage notre catalogue d'offres Sarenza. Parce que comme l'a dit Louise, on a un pure player, on a plus de 500 marques et en fait, on avait à peu près 3-4 newsletters par semaine, généralement envoyés en full base à nos clients. Et pour maximiser le chiffre d'affaires, on capitalisait vraiment sur tout ce qui était top marque, donc type Adidas, Nike, etc. Toutes ces marques mainstream qui allaient plaire au plus grand nombre. Et à côté de ça, on laissait vraiment de côté toute une grosse partie de notre catalogue avec les marques niches et un peu plus segmentantes qu'on n'osait pas vraiment pousser en full base. Donc, on a démarré en capitalisant déjà sur des ciblages liés à des appétences catégories, donc tout ce qui est basket, sandales, sacs, etc. Et en parallèle de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des ciblages basés sur des segments de groupements de marques, d'appétence à des groupements de marques, pour essayer justement d'élargir un petit peu plus la mise en avant de cette offre. Donc, pour vous donner un exemple, on a un segment de confort qui performe très bien, encore à date chez Sarenza, qui regroupe des marques du style Geox, Clark, TPS, des marques qu'on adore. Et du coup, ça a été vraiment notre stratégie clé de capitaliser sur, on avait à peu près 5 ciblages par groupement de marques. En termes de contenu, ça se traduisait de manière assez simple. En fait, on crée une campagne généraliste, comme je le disais tout à l'heure. On déclinait, en fait, on récupérait le template et on l'a décliné en version, donc, par exemple, confort ou arty, etc. En changeant du coup les visuels produits qui allaient être présentés et en adaptant les wordings. Donc, on faisait quelques changements en fait dans la newsletter pour ensuite avoir un contenu qui était beaucoup plus pertinent pour la cible définie.
Sauf que le problème de cette façon de faire, c'est que on avait tendance en fait déjà à présenter toujours un petit peu les mêmes marques présentes dans ces groupements de marques. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que les campagnes ciblées performaient mieux que les campagnes full base. Donc, on a un peu matraqué sur un même jour d'envoi à créer 3 à 4 versions de campagnes newsletter ciblées en parallèle de ces campagnes généralistes qui venaient balayer le reste de la base. Comme le catalogue Sarenza est finalement à des catégories d'offres qui sont plutôt similaires, on peut très bien acheter, être appétant de basket et puis être appétant sandales. En fait, on s'est aperçu qu'on avait des forts recouvrements entre nos différents segments paramétrés sur une même journée et on perdait énormément de potentiel, quitte à créer des campagnes un peu newsletter pour pas grand-chose. On a réfléchi à une autre solution, une autre manière de faire pour justement éviter toutes ces pertes de potentiel via cette stratégie de versionning. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers mois, en début d'année, avant que vous mettiez en place cette nouvelle stratégie, quel était le bilan que vous faisiez des défis quels étaient les défis qui étaient face à vous au niveau du CRM? Déjà, il y avait du coup ce premier défi de rechallenger notre façon de faire pour justement éviter tous ces recouvrements et ces fortes pertes de potentiel. Mais après, ce qui nous a vraiment amené en fait à rechallenger notre façon de faire, c'est un constat qui est assez simple, c'est qu'on a un canal email qui était en fort recul dans la part de CA hors taxe générée au global. On a perdu à peu près moins de 2,7 points de part de CA générée entre 2019 et 2022 aujourd'hui. On a mis en place une solution un peu quick win, mais pas forcément très optimale au début, qui était de jouer sur la surpression pour du coup compenser cette perte de chiffre d'affaires. Donc en se disant de manière assez simple, on va faire plus d'envois pour récupérer le CA qu'on générait plus. Sauf que c'est évidemment pas du tout la bonne méthode. On avait tendance à sursolliciter nos clients. Et en plus, le fait de faire d'augmenter tes full bases, c'est que tu te retrouvais à envoyer des messages à des clients qui étaient dormants en base et qui de toute manière n'allaient pas convertir. Et cette surpression, elle a pas mal dégradé en plus notre base de données clients parce qu'on s'est aperçu qu'on avait une forte perte qualitative de notre base client avec des personnes qui interagissaient avec nos newsletters. Donc, on les appelle les clients engagés, c'est toutes les personnes qui ont une interaction avec nos messages dans les 30 derniers jours. On avait une perte de volume de moins 30% là entre l'année dernière et cette année. Donc ça, c'était vraiment déjà la première problématique, c'était de rechallenger notre façon de faire pour retrouver un canal sain et des performances au vert. La seconde problématique, c'est que via cette stratégie de groupement de marques, de ciblage au groupement de marques, au final, on venait peut-être présenter des marques un peu plus niches, mais on restait toujours un peu sur la présentation des mêmes marques. Donc, on était à peu près sur une exploitation de 12% de notre catalogue uniquement. Et on avait vraiment cette volonté de venir présenter des marques qui n'étaient pas forcément intégrées dans nos groupements de marques et de faire du coup des campagnes plutôt ciblées à la marque unique. Par exemple, des campagnes dédiées Adidas, des campagnes dédiées Kickers, etc. Et enfin, le troisième défi, et ça, je pense que c'est un défi qui parle à beaucoup de gens du métier, c'est que la création de contenu, la création de newsletter, c'est très, très chronophage. Chez Sarenza, on a à peu près une demi-journée pour faire une newsletter. Et en 2009, on était sur un rythme moyen de 12 newsletters par semaine. Du coup, il suffit de faire le calcul, mais il ne nous restait pas énormément de temps pour faire autre chose que de la création de campagnes et pour trouver des projets qui nous permettraient d'optimiser le canal. Et donc, on avait vraiment ce besoin de rechallenger du coup aussi notre stratégie pour éviter d'avoir cet effet très chronophage de création de contenu. Donc, vraiment trois objectifs. Déjà, inverser la tendance décroissante, venir balayer davantage notre catalogue d'offres et puis essayer de préserver nos équipes et d'avoir un métier qui soit quand même épanouissant. Merci beaucoup pour le partage de ces défis en toute transparence parce que je pense que c'est tout le monde pas capable forcément de le reconnaître, mais c'est nous de notre côté chez Tiny Cloud, on discute beaucoup avec des équipes CRM et effectivement on a en face de nous pas mal d'équipes qui sont confrontées à des challenges, je pense qu'ils sont assez similaires, de se dire on est sur un canal qui est en décroissance, comment est-ce qu'on peut faire? Et le réflexe de augmenter les volumes, augmenter le nombre de campagnes est assez, je pense, systématique, mais du coup, c'est intéressant d'essayer d'en revenir. Et
Et je pense que tout le monde sera hyper curieux aussi de savoir comment est-ce que vous avez essayé d'adresser le côté charge opérationnelle sur les équipes, parce que c'est aussi des choses qu'on entend souvent. Et ben, du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les changements que vous avez mis en place du coup sur votre stratégie, justement pour qu'est-ce que vous avez changé de votre manière de faire pour essayer d'inverser cette tendance-là? Du coup, je vais vous présenter un peu de la nouvelle stratégie dans notre stratégie de segmentation et dans notre utilisation aussi de TinyClose. On a principalement 3 gros changements qui visent à réduire la pression marketing et à augmenter la personnalisation en newsletter. Le premier gros changement, c'est d'envoyer moins de campagnes à toute notre base et d'envoyer plus de versions ciblées avec TinyClose pour maximiser les performances. Et en fait, pour voir ce point, je vous propose de regarder une comparaison entre notre plan d'animation commerciale de l'année dernière que vous pouvez voir en haut de cette slide et un autre plan d'animation de campagne de cette année. Et on a 2 gros changements à noter. Le premier changement, on le voit sur les newsletters qui sont envoyés le vendredi et le samedi, donc c'est en haut à gauche. On voit que l'année dernière, on avait 3 newsletters qui étaient envoyés à nos clients. Et parmi ces newsletters, du coup, on avait une version qu'on appelle balai, en fait, qui vient cibler toute notre base client à l'exception des appétences qui sont envoyées en parallèle. Donc, on avait une appétence enfant et une appétence maillot de bain en parallèle. Le gros problème, c'est qu'on venait en fait targeter les clients les plus engagés dans nos versions ciblées avec TinyClose, donc dans nos appétences enfants et dans nos appétences maillot de bain. Et au final, dans la version balai, on se retrouvait avec les clients qui étaient les moins engagés. Donc, les versions TinyClose venaient en fait cannibaliser cette newsletter envoyée au reste de la base. Et ce n'était pas du tout optimal parce que cette newsletter ne performait du coup pas bien. Et au final, c'est comme si on avait créé une newsletter pour rien. On voit que l'année dernière, on n'avait aucune newsletter qui était envoyée le samedi. Et donc, si on compare avec cette année, notre nouvelle stratégie, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une newsletter en full base le vendredi. Donc, on n'envoie aucune version en parallèle. Et en fait, ça va vraiment permettre de maximiser le potentiel de cette newsletter parce qu'on intégrera un contenu qui intéressera toute notre base. Et les versions ciblées avec TinyClose, on vient les reporter sur d'autres jours d'envoi, donc ici sur le samedi. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a bien 3 newsletters encore cette année, comme l'année dernière, mais les jours d'envoi en fait, sont optimisés pour maximiser le potentiel de chaque newsletter. Et le deuxième gros changement qu'on peut noter sur notre stratégie, on peut le voir sur les envois du lundi de l'année dernière et de cette année. Et ce gros changement, ça rejoint, ça illustre ce que Mélanie vous expliquait en introduction. C'est le passage d'une stratégie de versionning à notre nouvelle stratégie de targeting. En fait, si on regarde l'année dernière, on avait une version qu'on appelait balai, donc qui venait balayer le reste de la base, donc qui incluait tous les clients, sauf nos appétences sport qui étaient ciblés également le lundi. Mais pour créer du coup le contenu de cette version envoyée aux appétences sport, on partait de la version balai, donc qui proposait un contenu généraliste, et on venait uniquement changer donc, les visuels, les produits, le wording pour l'adapter à la cible, mais on ne venait pas du tout créer une version qui était vraiment destinée aux appétences sport. On partait uniquement du contenu généraliste pour le décliner à ses appétents. Et cette année, notre nouvelle stratégie est d'adapter une stratégie de targeting. Donc, à la place d'avoir 2 versions, donc une version avec un contenu généraliste et une version déclinée pour des appétents, on vient avoir 2 versions ciblées avec TinyClose, mais qui ont un contenu totalement différent. Grâce à ça, ça va nous permettre déjà d'avoir des versions newsletter qui ont un faible recouvrement entre elles. Donc, elles ne vont pas venir se cannibaliser entre elles. Et on va vraiment créer un contenu dédié aux appétents. Et en fait, du coup, cette nouvelle stratégie, ça permet vraiment de maximiser le potentiel de toutes nos newsletters. Ok, super. Et comment est-ce que vous vous y êtes pris pour réduire la pression marketing? Tu disais que c'était un des enjeux. Comment est-ce que vous êtes pris pour justement maîtriser et réduire cette pression marketing, la pression commerciale? Ouais.
C'est vrai que réduire du coup la pression, c'était un de nos enjeux majeurs chez Sarenza. Et pour ça, on a utilisé différemment les différentes fonctionnalités de TinyCluse. On a notamment 2 gros changements. Le premier changement, c'est qu'on suit maintenant davantage les recommandations de volume qui sont données par TinyCluse lorsqu'on optimise les campagnes à la semaine. Faut savoir qu'on avait tendance historiquement à largement booster le volume de nos campagnes et surtout de nos campagnes d'ailleurs qui fonctionnaient bien, donc de nos segments parapéteurs confort et arty qui fonctionnaient bien parce qu'on avait cette logique de penser que plus on boostait le volume d'envoi, plus ça allait générer de chiffre d'affaires. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que cette stratégie n'était pas du tout viable parce que plus on vient booster le volume et moins les clients qu'on va targeter seront appétents et donc intéressés à notre offre. Donc, le gros changement est de davantage se cantonner à cette recommandation qui est donnée par TinyCluse pour vraiment cibler le cœur d'appétents et cibler des clients au final qui vont davantage convertir. Et le deuxième changement dans notre utilisation de TinyCluse, c'est qu'on a intégré récemment toute notre base de contacts clients dans la plateforme. Auparavant, pour la petite histoire, on avait uniquement nos versions ciblées, donc nos appétences TinyCluse, et on avait les full bases et nos segments par activité qui étaient directement gérés dans Adobe, dans notre routeur emailing. Mais en passant du coup l'intégralité de notre base de contacts, ça nous a permis d'optimiser toutes ces campagnes à la semaine, alors qu'on les optimisait avant sur la journée. Et le gros avantage de passer à une optimisation à la semaine, c'est de pouvoir gérer la pression et surtout d'établir du coup des règles de pression, chose qu'on ne faisait pas du tout auparavant. Notre règle qu'on applique actuellement, c'est d'envoyer une newsletter de moins par rapport au nombre de newsletters qui sont prévus sur la semaine. Mais il faut savoir qu'on a un peu défini cette règle dans le but de progressivement réduire la pression marketing et de ne pas sursolliciter notre base de clients, une base de contact clients. Mais le but final, ce serait d'arriver à 4 newsletters par semaine. Et un projet encore plus long-termiste, ce serait d'optimiser la pression emailing en fonction de chaque client, enfin, d'individualiser cette pression emailing. Génial, c'est un peu le Graal, je pense, de pas mal d'équipes CRM. Et du coup, quel bilan vous tirez aujourd'hui de la mise en place de cette stratégie? Est-ce qu'en ayant réduit la pression marketing, vous avez réussi à inverser la tendance de résultats? Oui, je laisse Mélanie vous présenter les beaux résultats. Le bilan est super positif, sinon on ne serait pas là, évidemment. Mais déjà, voilà, le premier succès de l'équipe, c'est qu'on a réussi à nettement diminuer le nombre de campagnes full base en augmentant du coup le nombre de campagnes ciblées à la semaine. On était à peu près sur une part de 64% de campagnes ciblées avant la mise en place de la nouvelle stratégie. Aujourd'hui, on est à peu près 75%. Donc, ce qui nous permet de capitaliser sur les clients les plus engagés et du coup de laisser un peu plus tranquille nos clients dormants. Et cette augmentation des campagnes ciblées, elle a été permise par justement la multiplication des campagnes newsletter, notamment marques, comme je le disais tout à l'heure, qui performent très très bien chez Sarenza. Du coup, l'augmentation des campagnes ciblées, la réduction des campagnes full base, ça nous a permis d'optimiser notre pression moyenne. Pression moyenne du coup qui a été réduite à 4 newsletters par semaine par client. On était à 5 avant la mise en place de la nouvelle stratégie. Et du coup, c'est vraiment toute l'exploitation des règles de pression TinyCluse qui gérée à la semaine qui nous a permis cette réduction de la pression moyenne. En termes d'engagement client, le résultat est aussi très positif puisqu'entre le début de l'année et aujourd'hui, on est parvenu à réengager des clients et à les faire réinteragir avec nos communications. Et on a une augmentation du nombre de clients du coup engagés, actifs au cours des 30 derniers jours de plus 24%. Donc, qui permet évidemment derrière de maximiser le chiffre d'affaires. Et puis du coup, le nerf de la guerre, c'est le biz. Du coup, on a réussi aussi à inverser la tendance. Depuis mai 2022, on est super content parce que tous les lundis matins, on a des chiffres dans le vert par rapport à l'année dernière. Donc, ça fait super plaisir aux équipes. Et en global, sur la période, on est sur plus 15% de
taxe générée par rapport du coup à l'année dernière. Et cette croissance, elle a été permise par du coup l'intensification de notre stratégie de personnalisation, donc vraiment au global, stratégie dont le projet Tiny Clues fait évidemment partie. Super. Ben, bravo à vous, hein, parce que c'est chouette. Bravo à nous. C'est bien de se le dire de temps en temps quand même. Non, c'est super. Et puis, c'est bien de voir que la tendance sur l'emailing peut aussi être inversée quand on challenge ses pratiques, on teste de nouvelles choses. Donc, on partait de loin. Franchement, on n'y croyait pas, mais ça marche. c'est un bon, je pense que c'est un bon message pour toutes les équipes CRM qui nous écoutent et qui doivent faire face à des défis qui sont assez similaires, j'imagine. Et du coup, sur la mise en place de cette nouvelle stratégie, vous l'avez déjà pas mal détaillé, mais est-ce qu'il y a encore des dernières choses que vous voulez mettre en place, un peu les dernières étapes, ou est-ce que vous avez déjà fait tout ce que vous vouliez faire? On a toujours pas mal de projets. Oui, on s'ennuie jamais, on a toujours des beaux projets. La stratégie est jamais complètement finie. Donc, un projet qui est déjà entamé, donc on a vu que notre nouvelle stratégie impliquait de créer toujours plus de versions ciblées, mais on n'a pas toujours forcément la bande passante pour créer toutes ces newsletters en plus. Et donc, pour pallier à ce problème, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer des templates. Enfin, on a un projet de création de templates et de contenu prêt à l'emploi pour pouvoir optimiser le temps de création des newsletters et pour pouvoir aller vers toujours plus de personnalisation. Donc ça, c'est un de nos gros projets. Et on a aussi un autre projet un peu plus technique d'automatisation. Je vous laisse Mélanie en dire un peu plus sur ce projet. Donc toujours dans le but de créer le maximum de campagnes ciblées, notamment les campagnes marques. On aimerait automatiser en fait la création des campagnes newsletter. L'idée en fait c'est de créer un template dans notre éditeur HTML donc qui est Melisio, composé de variables pour tous les éléments qui vont être adaptés à la marque. Donc ça peut être au niveau du texte, ça peut être au niveau des visuels ambiance de la marque, des visuels produits, liens de redirection, etc. C'est un gros template newsletter avec plein de variables. Derrière, on va développer en fait un simple Excel en fait où on vient rentrer toutes les valeurs des différentes variables. On injecte ça dans notre éditeur HTML. Hop, tu cliques sur un bouton et en quelques secondes, tu crées 10 newsletters. Donc, voilà, on en a déjà discuté pas mal avec notre intégrateur email et on devrait développer le projet assez prochainement. Et après, on a aussi un autre projet de personnalisation de campagne généraliste. On a développé tout récemment une nouvelle fonctionnalité en utilisant la donnée Tiny Clues. On sait tous que l'utilisation première de Tiny Clues, c'est de cibler, de personnaliser la cible d'une campagne. Et nous, on a, entre guillemets, détourné un peu l'utilisation première de Tiny Clues en utilisant les données Tiny Clues pour personnaliser le contenu de nos newsletters qui sont envoyés à toute la base. Donc, pour vous en dire un peu plus sur cette nouvelle fonctionnalité, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une condition qui permet d'afficher ou non un insert, donc une partie de notre newsletter, à des clients qui sont déterminés comme étant appétents enfants. En fait, on a défini cette nouvelle fonctionnalité, enfin créé cette nouvelle fonctionnalité il y a un mois sur le temps fort rentrée pour pouvoir mettre davantage en avant les cartables et vraiment cibler cette offre aux appétents enfants, donc aux personnes qui seraient le plus intéressées par cette offre. Et donc, on a pour l'instant uniquement créé cette nouvelle fonctionnalité pour les appétents kids, mais on a prévu de le développer pour toutes nos autres appétences parce que ça suit vraiment notre logique de vouloir tendre vers toujours plus de personnalisation newsletter. Super. On adore les clients qui hackent la solution pour faire de nouveaux use cases. Ça donne plein d'idées derrière à l'équipe, à notre équipe produit. Est-ce que vous avez d'autres pistes de travail, d'autres fonctionnalités de Tiny Clues que vous souhaitez creuser ou mieux exploiter? Oui, on a d'autres projets en cours qui nécessitent du coup l'utilisation de Tiny Clues. On a notamment on est en train de travailler sur la refonte de tous nos groupements de marques. Et en fait, cette refonte de groupements de marques, elle a deux buts. Donc, le premier but, c'est de refondre les groupements de marques, d'optimiser nos groupements de marques historiques. Parce qu'il faut savoir qu'on les a créés en 2018 et entre-temps, bien sûr, il y a plein de nouvelles marques qui ont été ajoutées au catalogue Sarenza. Donc, le but, c'est de vraiment updater ces groupements de marques historiques. Et le deuxième point, ce serait de créer des nouveaux groupements de marques pour proposer des contenus plus diversifiés en newsletter et surtout pour mettre en avant le plus de marques possible du catalogue Sarenza.
Et pour travailler sur ce gros projet de groupement de marques, on a notamment utilisé une fonctionnalité de TinyClose qui a été super utile pour ce projet, qui est la fonctionnalité Search View qui est présente dans l'Audience Mapper. Pour ceux qui ne connaissent pas encore TinyClose et notamment donc, cette fonctionnalité, en fait, la fonctionnalité Search View permet de directement voir l'overlap entre différentes marques qui sont définies. Et il y a un gros plus aussi à cette fonctionnalité, c'est les recommandations qui sont données par TinyClose en fonction des marques qui sont prédéfinies. Donc, on a vraiment utilisé cette fonctionnalité pour ce projet de groupement de marques parce qu'en utilisant le mode Search View, on a vraiment pu mettre toutes les marques intégrer plusieurs marques qui auraient un fort recouvrement. Et on a beaucoup de marques dans notre catalogue Sarenza, donc environ 500 marques. Et donc, grâce à cette fonctionnalité de recommandation, on a pu directement voir les marques qui iraient bien dans ce même groupement de marques. Donc ça, c'est un de notre projets. Et un second projet aussi, c'est de regrouper toute notre base de contacts vraiment dans la plateforme TinyClose grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui a été développée tout récemment sur TinyClose, qui est la fonctionnalité Custom Audience Filters. Donc, en fait, cette nouvelle fonctionnalité nous permet d'intégrer nos segments par activité, notamment, et c'est des segments qu'on n'a pas encore dans TinyClose, mais qui sont gérés côté Adobe. Et donc, le gros avantage de pouvoir avoir toute notre base de contacts clients dans TinyClose, c'est de pouvoir optimiser vraiment toutes nos newsletters à la semaine et de pouvoir établir des règles de pression. Et ensuite, une fois que tous ces groupements de marques seront refondus, le but, ce serait de créer une bibliothèque de ciblage pour avoir tous ces différents ciblages à disposition. Super, ça va vous faire du travail encore pour un petit peu de temps, tout ça. Tu évoquais les fonctionnalités d'Insight de TinyClose, notamment l'Audience Mapper. Aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez ces fonctionnalités dans votre workflow, dans votre process de création de campagne? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que vous pourriez, une manière d'optimiser du coup l'usage de ces insights dans votre process? Oui, ben, il y a toujours des optimisations à faire et je laisse Mélanie vous parler un peu plus des autres fonctionnalités. Déjà, pour démarrer, je pense que pour moi, une des grosses forces de TinyClose, c'est tous les insights sur le catalogue produit, sur aussi notre base de données clients qui sont disponibles sur la plateforme. Et en fait, on aimerait bien évidemment les exploiter au maximum, mais on n'a pas toujours le temps. Donc, un de nos objectifs là aussi sur les mois à venir, ce serait de davantage intégrer en fait la consultation de ces insights pour les intégrer dans notre stratégie d'animation. Donc, lors de la construction notamment du plan d'animation commerciale, mais aussi lors de la création des contenus newsletter. Donc, pour un peu qu'on voit un petit dans notre workload comment intégrer la consultation de ces différentes fonctionnalités. Il y a vraiment deux fonctionnalités chez TinyClose qui sont très intéressantes pour nos équipes. C'est l'Efficiency Map qu'on peut voir sur la slide du coup à gauche. L'Efficiency Map, c'est une matrice qui nous permet de visualiser les marques, les marques ou alors les catégories d'offres les plus génératrices de CA au sein d'une entreprise. Donc là, par exemple, chez Sarenza, on peut voir toutes nos top marques qui vont occuper une surface donc, plus large. Il y a Georgia Rose, on va retrouver Adidas, etc. Toutes ces marques un peu mainstream qui vont pouvoir être poussées du coup à un grand nombre de clients et clients qui seront aptes à convertir. Et après, on va avoir les marques plus niches qui vont être représentées sur des rectangles de surface un peu plus restreintes. Et ensuite, on a un code couleur qui nous permet de savoir si les clients qui sont appétents à telle ou telle offre vont être plus ou moins enclins à convertir. Donc, en fait, nous, comment on lit cette efficiency map? L'idée, c'est de voir toutes les marques qui occupent une surface assez large. On va se dire, OK, on va les pousser en campagne plutôt généraliste, donc en campagne balai. Et par contre, toutes les marques plus niches, l'idée, c'est de créer du coup des ciblages avec des campagnes dédiées et de les pousser aux personnes qui sont vraiment intéressées par cette offre segmentante. Et on va venir choisir du coup les marques qui ont une couleur la plus sombre possible parce que c'est celle où on va cibler le moins de personnes et générer le plus de CA, ce qui s'inscrit dans notre logique de réduction de la pression marketing et
pour générer du CA supplémentaire. À côté de ça, on utilise aussi pas mal l'audience mapper qui nous permet de définir en fait le contenu de notre newsletter. Donc comment ça se lit, par exemple si on voit une marque niche de type Ricoeur, qui est une marque confort chez Sarenza, on va aller regarder dans l'audience mapper s'il y a des marques qui ont un fort recouvrement, un fort overlap avec Ricoeur. Si on a une marque du style Art qui a un fort recouvrement, l'idée ça va être de la pousser dans la même campagne, puisqu'elle va intéresser les appétents Ricoeur. Si au contraire on a un faible overlap, du coup dans ce cas-là on va créer 2 campagnes distinctes. Donc ces 2 outils sont vraiment clés pour notre stratégie et l'idée maintenant c'est de les exploiter au maximum. Ça marche, merci. Et vous avez évoqué tout au long de la présentation du coup des changements que vous avez opérés dans votre stratégie. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous aider à tester, du coup, à mesurer du coup l'impact de ces différents changements en utilisant peut-être un petit peu des hacks de la plateforme encore une fois, mais ça peut donner des idées à certains. La B-test. En fait, on est super fan. On a B-testé tout chez Sarenza. L'idée là, c'était de pouvoir A/B tester justement les différents segments, notamment les segments optimisés, puisque comme vous l'avez dit, on a ce gros projet de refonte de nos segments historiques et création de nouveaux segments. Donc, on voulait voir entre les segments optimisés et les anciens segments ce qui performait le mieux. Et à côté de ça, on se posait aussi la question entre un ciblage dit affiné, où on allait mettre par exemple une dizaine de marques avec un fort recouvrement, versus un ciblage plus large, où on allait mettre peut-être une vingtaine de marques avec un recouvrement plus ou moins faible, voir en fait ce qui performait le mieux. Donc, on avait ce besoin, on en a discuté avec notre CSM et Tiny Cruise nous a proposé de rajouter des filtres d'audience sur la plateforme pour avoir un plan de campagne A, un plan de campagne B avec 50% de nos clients, 50% des clients restants sur l'autre plan de campagne pour pouvoir faire du coup assez facilement des A/B tests et monitorer nos différents segments. C'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. Une très bonne idée. Du coup, le projet a été lancé maintenant il y a quelques mois et l'idée, c'est de sortir les résultats dans un mois. Ok. Et un petit peu en mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des informations sur les projets CRM un peu globaux que vous avez en ce moment, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Notre volonté, elle suit un petit peu la réorganisation qu'on a pu observer du coup chez Sarenza là au cours des derniers mois. Fusionner en fait les 2 équipes CRM ad hoc, CRM cyclique. Notre but, c'est d'avoir une meilleure gestion omnicanal et donc toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, par exemple sur les menus, sur les autres canaux, c'est du coup les lisser en fait sur l'ensemble de nos canaux de communication et leviers d'action CRM. Donc, cette stratégie qui performe sur l'email, on va la décliner sur les autres canaux, newsletter, trigger email, push, SMS, etc. Et ensuite, dans toute notre logique d'utilisation de la plateforme Tiny Cruise, notre volonté, c'est à chaque fois penser multicanal. Ok. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était hyper intéressant et je pense vraiment très concret, autant sur les challenges que sur ce que vous avez pu mettre en place. Est-ce que vous avez un mot de la fin? N'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, à poser des questions sur la partie Q&A si vous souhaitez poser des questions à Mélanie et Louise qui sont là pour y répondre. Peut-être moi, une question que je me pose quand vous évoquez les résultats de l'impact de vos stratégies, l'indicateur clé pour vous, c'est du coup la contribution du CRM au chiffre d'affaires global, c'est ça? Nous, ça va être évidemment les performances business. Donc, on va regarder l'engagement client au niveau du trafic généré par notre canal. Et puis, je pense qu'on est n'importe quelle entreprise, le chiffre d'affaires qui va être généré. Après, ça, c'est les KPI qu'on va lire, tu vois, dans nos reportings chaque semaine. Donc, c'est un peu ceux auxquels on se cantonne. Mais quand tu fais des analyses beaucoup plus poussées, je pense que l'essentiel, c'est justement de voir sur le long terme l'impact de ta stratégie sur le long terme. Et ça, tu vas le lire au niveau de ton engagement, de voir si ta base est saine. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant du coup ces KPI d'évolution de base et d'évolution surtout qualitative de notre base de données, parce que c'est ce chiffre-là qui va pérenniser en fait l'efficacité d'une stratégie. Ouais, c'est intéressant. C'est une des premières fois que j'entends du coup cette idée d'avoir trouver des indicateurs un petit peu plus long terme, et notamment la notion que tu évoquais du nombre, la part d'utilisateurs engagés sur les 30 derniers jours. C'est un indicateur que je pense, jamais vu
évoqué par les personnes avec que j'ai pu rencontrer dans le CRM, mais c'est un indicateur qui est intéressant du coup sur la qualité de l'activité de la base. Et on sait qu'avec la mise à jour notamment d'iOS, etc., c'est comment est-ce qu'on mesure l'engagement de sa base. Ça fait partie des questions qui sont intéressantes. Et du coup, pour calculer cet indicateur, par exemple, vous prenez en compte quoi pour calculer la part de personnes engagées? C'est sur les clickers, c'est sur les ouvertures, c'est quoi? Ou la visite aussi, vous l'avez peut-être? Avant du coup la mise à jour iOS, on était beaucoup sur l'ouverture et maintenant on va regarder vraiment toutes les interactions, donc surtout le clic et puis après tous les KPI d'engagement une fois arrivé sur le site, mais principalement le clic aujourd'hui. Ok, oui. Après, vous avez de la chance d'être un e-commerçant, donc vous avez aussi les visites Ouais. qui peuvent être traquées en partie. Super. Je vais juste regarder si on a des questions. Je vois pas de questions pour l'instant qui ont été posées. Du coup, on peut conclure là-dessus. Encore merci infiniment à toutes les deux d'être venues aujourd'hui pour cette série webinaire à partager votre expérience. On est hyper contents. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et puis, je pense pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter directement Mélanie et Louise si vous voulez, si vous avez des questions qui vous viennent en tête après ou que vous préférez poursuivre en one-to-one. Elles sont, je pense, ouvertes au contact sur LinkedIn. C'est toujours intéressant, je pense, pour quand on fait un métier de discuter avec ses pairs. Donc, merci à toutes les deux. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Pour toutes les personnes qui étaient présentes et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui mais qui étaient inscrits, vous allez recevoir un replay du coup de cette session. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à le partager aussi en interne si ces questions vous intéressent. Bonne journée à tous.